Bonjour, bienvenue à toutes et à tous, donc dans ce nouveau live, septième édition, donc des lundis rentables. Aujourd'hui, on va parler des top 3 des placements sans risque. Alors je sais que c'est pas le sujet qui fait le plus rêver parce que je vais pas parler de performance dingue, mais on va voir comment optimiser en fait cette partie du patrimoine, qui est peu risquée, qui peut être pour des projets court terme, pour de l'épargne de précaution. Comment, l'optimiser au maximum? Parce qu'on a tous, je pense, quel que soit notre profil de risque, on a tous de l'épargne qu'on n'a pas envie de perdre. On a tous de l'épargne qui est placée sur des livrets qu'on veut pas, voilà, qu'on veut pas perdre, hein, qu'on veut garantir ou qu'on veut mettre à très faible risque. Donc l'idée aujourd'hui, c'est de vous donner 3 idées, 3 solutions pour optimiser au mieux ces placements sans risque. Donc ça rejoint un petit peu la newsletter que j'ai écrite ce matin et l'idée c'est bien sûr d'aller beaucoup plus loin et de vous détailler ça, en direct, d'échanger avec vous comme d'habitude, de répondre à vos questions. Donc, comme je vous disais, l'idée c'est de vous présenter en fait la partie safe du portefeuille. Donc la partie qui, voilà, que vous avez soit en épargne de précaution pour des projets court terme, qui va pas faire des rendements exceptionnels, mais sur lesquels on va essayer d'optimiser un maximum. Pour éviter, voilà, du coup, de limiter la casse par rapport au fait que l'inflation, généralement, hein, elle est un peu au-dessus des placements, on va dire, sans risque. Et l'idée, c'est de limiter la casse et de vous montrer un petit peu ce qui se fait de mieux aujourd'hui sur les placements sans risque en 2024. Alors déjà, un petit peu de contexte macro. Vous devez savoir, je vous apprends rien, depuis 10 ans, on vit dans un monde de taux faibles, voire de taux négatifs. Et ça engendrait quoi? Ça a engendré que tous les placements sans risque, ils étaient nuls. Alors ils étaient nuls dans les 2 sens. Au sens nul, très proche de zéro, et nul parce que ça rapportait rien. Le livret A était à 1 et à 0,5 pendant de nombreuses années, donc autant dire qu'on ne gagnait absolument rien. Et donc les obligations, c'était la même chose parce que, c'est indexé sur les taux d'intérêt. Ça rapportait plus rien dans le sens où les, comment dire? Les rendements, les coupons servis par les obligations, étaient très proches de zéro, donc il n'y avait plus aucun intérêt. Et donc voilà, on avait des taux comment dire? Voilà, on avait vraiment tout ce qui était livret et obligations était vraiment inintéressant, donc placement sans risque vraiment inintéressant. Depuis 2022-2023, on est passé de taux négatifs à 4. Donc on a eu une folle remontée des taux. Je pense que vous le savez tous maintenant, les médias en ont assez parlé et comment dire? Et aussi, voilà, vous l'avez vu aussi si vous avez souhaité emprunter dans l'immobilier parce que ça c'est le mauvais côté quand on est emprunteur, du coup, ça coûte plus cher. Mais voilà, les taux sans risque aujourd'hui redeviennent intéressants parce qu'on est à 4, les taux directeurs sont à 4, donc les taux sans risque redeviennent intéressants. Les actions ont baissé et les obligations ont monté. Et l'idée, c'est de montrer, comment profiter de ça aujourd'hui sur la partie sans risque. L'objectif, ça va être donc ces placements-là, donc les placements sans risque ou peu risqués, ça va être donc pour des projets court terme, d'avoir de l'épargne liquide, donc dispo rapidement. Ou alors aussi, ça peut être de diminuer la volatilité de votre patrimoine, la volatilité de votre patrimoine. C'est-à-dire que si vous êtes peut-être un peu trop exposé en actions, et que vous voulez, vous en avez marre un petit peu des secousses que peuvent provoquer les marchés financiers ou peut-être un peu trop de crypto par exemple, le fait de passer en placement sans risque, ça vous permet de diminuer la volatilité du patrimoine et peut-être d'avoir un portefeuille qui correspond avec votre profil de risque un peu plus. Et ou alors de diminuer le risque du patrimoine. Bon, c'est lié, hein, en réalité, hein, diminuer la volatilité et diminuer le risque, c'est vraiment c'est la même chose. Et ça peut être aussi votre cas si, vous approchez de la retraite, par exemple. Vous avez pris des risques, on va dire, de vos 20 à 50 ans, que vous avez beaucoup investi en actions, que vous approchez de la retraite, vous avez envie de sécuriser votre capital. Ça peut être aussi le moment de commencer à vendre des actifs à risque pour les placer sur des actifs peu risqués, alors pas la totalité, mais une partie pour éventuellement sécuriser pour votre retraite. Mais clairement, et je vais être honnête avec vous, le sujet d'aujourd'hui, ça ne doit pas constituer la majorité de votre patrimoine pour la majorité des gens. Alors bien sûr, ça dépend des profils de risque. Si vous êtes vraiment, vous avez une aversion au risque importante et que vous voulez prendre vraiment aucun risque, alors du coup, ce live va énormément vous intéresser parce qu'on va parler que d'actifs sans risque ou peu risqués. Mais si vous êtes jeune, que vous avez des projets éventuellement de retraite anticipée, ou vous avez un profil dynamique, ou même, enfin voilà, ou de revenus passifs, ou peu importe vos projets, et si vous souhaitez faire fructifier votre patrimoine de manière significative, clairement, ne placez pas la majorité de votre patrimoine dans des actifs que je vais présenter aujourd'hui, parce que ça doit rester la partie safe de votre patrimoine. Donc, comme toujours, il faut penser allocation d'actifs, penser profil de risque, c'est-à-dire que en fonction de vos objectifs, de votre profil de risque, vous allez avoir une allocation qui va correspondre à votre profil de risque, donc X% en partie sécurisée, X% en actions par exemple, X% en immobilier. Mais aujourd'hui, on se concentre sur la partie X% en sécurisé.
Et j'ai dit la majorité de placer ailleurs, pour la simple et bonne raison que clairement avec ces placements-là, on va pas couvrir l'inflation. Donc c'est pour ça, je vais pas vous vendre du rêve, je vais pas vous parler de place de rendement à 2 chiffres, ça va être des rendements plutôt faibles qui vont se rapprocher de l'inflation, mais qui vont pas la surpasser. Donc encore une fois, c'est pour la partie safe de votre patrimoine et pas la majorité, ou pas l'intégralité en tout cas. OK, donc le premier placement, vous le connaissez tous, c'est, les livrets bancaires. Donc, livret A, LDD, donc aujourd'hui c'est 3. Les avantages, je pense que vous les connaissez, c'est que c'est liquide, sans risque, défiscalisé. Donc on fait pas mieux avec ces 3 critères-là, c'est-à-dire que, voilà, vous avez jusqu'à 23 000, hein, sur le livret A et 12 000 sur le LDD. Hem, vous pouvez le sortir quand vous voulez, en un clic, c'est sur votre compte en banque et vous pouvez payer ce que vous voulez. C'est sans risque et surtout c'est défiscalisé. Donc il y a ni impôt, ni CSG. Donc vraiment zéro, zéro impôt et zéro taxe surtout. L'inconvénient, c'est que c'est plafonné. Voilà, on ne peut pas aller au-dessus de 23 000 pour le livret A et au-dessus de 12 000 pour le LDD. Petit mot sur le LEP. Donc le LEP qui délivre aujourd'hui 6, mais qui a un problème, c'est que alors il y a 2 problèmes entre guillemets, c'est que c'est réservé aux revenus modestes. Donc, la majorité, on va dire des gens en classe moyenne ne pourront pas en profiter, donc c'est vraiment pour les revenus modestes. Mais si vous êtes éligible au LEP, clairement, enfin vous devez, le remplir en priorité parce que 6 sans risque, c'est imbattable, hein, clairement c'est imbattable aujourd'hui. Donc du coup ça surperforme l'inflation ou c'est vraiment pile sur l'inflation. Donc, clairement vous pourrez pas faire mieux sur du sans risque, défiscalisé et liquide. Et petite info, alors c'est tombé aujourd'hui, au 1er février, en fait tous les 6 mois, hein, les taux des livrets sont recalculés et ça tombe toujours le 1er février et le 1er août ou le 1er juillet, je sais plus pour celui de l'été. Mais là, au 1er février, le LEP du coup repasse à 5. Donc il baisse un peu, forcément l'inflation a baissé, donc il se réajuste sur l'inflation. Par contre, le livret A LDD reste à 3. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle finalement parce qu'on peut continuer à profiter de ce taux-là qui se rapproche finalement, de l'inflation. Ensuite, pour continuer sur les livrets bancaires, parler aussi des livrets boostés parce que vous avez dû les voir fleurir un petit peu partout, ces derniers temps parce que forcément les taux ont remonté, donc ils peuvent se permettre de proposer des livrets boostés. Mais attention, parce que faire attention aux taux ponctuels. C'est souvent des produits d'appel parce que on va vous proposer souvent un taux, assez alléchant pour du sans risque, hein. On va souvent proposer du 4 voire du 5, ou une sorte de livret A à 5, mais la plupart, c'est pendant 3 mois seulement. Donc vous aurez les 5 pendant 3 mois et ensuite vous redescendrez généralement au taux du livret A qui est de 3. Donc ne vous faites pas non plus appâter par ces produits d'appel. Alors c'est toujours bien d'en profiter pendant 3 mois. Après il faut voir aussi le plafond, hein, qui est lié parce que généralement on va pas mettre 1 000 000 à 5 pendant 3 mois, il y a aussi des plafonds là-dessus donc attention, mais voilà, ça reste quand même intéressant pour, bah, quand vous avez dépassé votre plafond du livret A et du LEP et que vous bien sûr, vous avez le patrimoine qui permet d'avoir cette allocation sécurisée, ça peut être intéressant de compléter avec, bah, par exemple, j'ai mis le livret bourse au plus, parce que c'est celui que j'utilise moi à titre perso, mais voilà, c'est pas le seul, hein, il en existe, plein d'autres, hein, d'autres banques en ligne proposent, je pense, des livrets de ce niveau-là. Alors pour bourse au plus, c'est un taux d'intérêt à 2,5, mais les autres, ils doivent proposer à peu près pareil, donc je pense enfin je l'ai mis, mais je dis pas qu'il est mieux qu'un autre, je pense qu'ils se valent, les livrets boostés bancaires, ils se valent un petit peu tous. Et donc pourquoi, mettre sa partie safe du patrimoine sur, des livrets bancaires? Les objectifs sont simples, hein, c'est soit généralement c'est pour l'épargne de précaution, donc je récapitule, hein, généralement c'est 3 à 6 mois de salaire ou 3 à 6 mois de dépenses en fonction voilà de nos potentiels imprévus et de comment on se sent à l'aise avec l'épargne de précaution et éventuellement pour des projets court terme, pour un apport immobilier par exemple. Et souvent, nous, c'est ce qu'on fait en ce moment avec ma femme, c'est qu'on a notre épargne de précaution sur livret A LDD et on alimente le livret bourse au plus parce qu'on veut faire un achat immobilier là dans les mois qui arrivent. Donc ça sert à rien finalement de le mettre sur une assurance vie ou d'autres parce qu'on sait qu'on va le retirer dans 1 ou 2 mois. Donc on le complète avec bourse au plus parce qu'on a rempli les livrets. Et ça nous permettra du coup d'avoir l'apport pour notre projet immo. Donc voilà, projet court terme ou épargne de précaution, mais clairement, c'est pas du tout pour des placements long terme. Ça ne doit pas rester à dormir si vous n'avez pas de projet court terme, si vous n'avez pas de projet IMO et que vous avez continué votre épargne de précaution, les livrets enfin, vous n'avez rien à faire sur ces livrets bancaires, quoi. Donc, faites attention à ne pas laisser trop dormir d'argent sur ces livrets parce que, ben, je le rappelle, c'est inférieur à l'inflation, donc c'est pas l'idéal. Hem, alors, vu qu'on a fini cette première partie, je vais un peu checker, voir s'il y a des commentaires.
Aurel me dit: «Pour info, le LEP passe à 5 février». Oui, alors du coup, tu as dû le dire avant que je le dise, parce que du coup, je l'ai dit à un moment. Effectivement, voilà, tous les 6 mois, ils sont recalculés, les taux des livrets et le LEP, il passe effectivement à 5 et je crois que l'info est tombée aujourd'hui. Enfin, moi, en tout cas, je l'ai appris aujourd'hui. Je vais regarder sur Insta ce qui se passe. Bonsoir Pauline, bonsoir Little Esther. Je ne vois pas de commentaires. Alors Pauline qui me dit: «Dans quoi investissement c'est livré pour que leur perf soit boostée?» Alors je suis pas sûr dans quoi investissement, dans quel investissement je pense tu dis c'est livré, dans quoi ils oui, OK, j'ai compris ta question Pauline. Tu disais dans quoi investissent ces livrés pour que leur perf soit boostée? Alors, généralement, ces livrets, en fait, ils investissent dans des fonds monétaires. Ils sont directement indexés sur les taux de la BCE et ça tombe bien parce que ça va être le sujet du deuxième investissement. Donc, tu vas comprendre comment ils gagnent de l'argent, parce qu'ils investissent, en fait, sur les fonds monétaires qui sont un peu mieux rémunérés, à 4 en général. Mais comment dire? Ils peuvent pas tenir un taux trop longtemps parce que en fait, ils vont se servir finalement des fonds monétaires pour rémunérer à 4, mais c'est pour ça qu'ils rémunèrent que 3 mois parce qu'ils peuvent pas tenir ça sur le long terme, en fait. Pour eux, ce sera pas rentable. Donc c'est pour ça qu'ils vous appellent avec 4,5, donc ils peuvent être peut-être un petit peu en déficit pendant quelques mois, mais après ils se rattrapent parce qu'ils repassent à 3, donc ils vont remarger, en fait, au moment où ils repassent sur le taux qu'ils vont vous délivrer. OK, je vais boire un coup et on passe au deuxième invest. Donc, 2e invest, donc, Safe 2024. Alors attention, petite précision, donc le titre du live, hein, c'est top 3 des placements sans risque ou sécurisés. En réalité, le seul qui est vraiment sans risque, c'est le livret bancaire. Les 2 qu'on va voir après, ils sont pas sans risque. On commence à avoir du risque, alors du très faible risque fonds monétaire et sur le deuxième un peu plus de risque, mais ça reste, enfin voilà, le fonds monétaire, il est très faiblement risqué. Pour vous donner un ordre d'idée, l'AMF a une classification en fait des risques, hein, qui s'appelle le SSRI. Ça va de 1 à 7. Le 1, c'est le moins risqué et le 7, c'est le plus risqué. Le fonds euro, par exemple, c'est du 1 sur 7, donc du garanti en capital. Un livret A, ça va être du 1 sur 7. Pour le plus risqué, par exemple, 7 sur 7, ça va être du private equity, par exemple. Les SCPI, par exemple, ça va être du 3 sur 7. Un indicement des actions, on va dire ETF Monde, ça va être du 4 sur 7. Et un ETF S&P 500, ça va être 5 sur 7, pour vous donner un ordre d'idée. Après, si on va sur des ETF un peu plus exotiques, du style thématique, on peut monter à 6 ou 7 sur 7. Voilà, pour vous donner un petit peu l'échelle un peu de risque. Et le fonds monétaire, il est classé 1 sur 7. Donc c'est pas garanti en capital, mais c'est quand même classé 1 sur 7, donc très, très peu risqué. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est le fonds monétaire? C'est, donc un titre de créance court terme, donc en fait, c'est comme une obligation, mais court terme, c'est-à-dire un prêt très court terme. Ça peut être un prêt d'État ou d'entreprise, mais très court terme, ce qui fait que c'est très, très liquide. Enfin, ça c'est ce qui fait la liquidité, hein, c'est que c'est du très court terme, donc c'est très liquide. Ça peut être d'État ou d'entreprise, mais voilà, c'est très peu risqué parce que c'est des titres de créance très court terme, donc ça n'a pas le temps forcément de fluctuer sur les taux long terme. Et ça peut être de l'État, du titre de créance d'État ou d'entreprise. Et c'est indexé sur les taux Ester. Alors, je vous ai mis un petit lien là que je vais vous montrer. Alors évidemment, vous le voyez pas, je sais pas si vous le voyez, hem parce que j'ai toujours un lag avec mon truc. Vous me dites-moi si vous voyez bien ma nouvelle fenêtre qui s'est ouverte. En gros, le taux Ester, hein, c'est consultable par tout le monde, hein. Vous allez sur globalrates.com ou enfin, vous tapez taux Ester, hein, sur internet, vous trouverez assez facilement. Et vous voyez en fait les taux d'intérêt actuels, par jour et par mois. Et vous voyez qu'aujourd'hui, là, on est à 3,9. Alors, a priori, vous ne le voyez pas parce que je crois que malgré mon lag, je vois que sur la feuille Insta, vous êtes toujours sur la mind map. Bon, dommage. Je vais pas forcément perdre de temps à vous le remontrer, mais voilà, tapez taux Ester sur internet et vous le trouvez facilement. Et aujourd'hui, voilà. Et vous voyez l'évolution en fait des taux un petit peu en temps réel. Vous voyez au jour le jour ou mois par mois. Et ça permet de voir en fait quels sont les taux en fait de la BCE concrètement. Et c'est sur ça que se basent les fonds monétaires. Donc, comment c'est le rendement en fait du fonds monétaire qui est calqué sur les taux Ester. OK. Et en fait, pour moi, le fonds monétaire, c'est, pourquoi je vous en parle? C'est parce que, alors du coup, ça rémunère un peu mieux que les livrets bancaires parce qu'on a une, comment dire? On est indexé sur les taux plus rapidement qu'un livret bancaire ou qu'un fonds euro. Heu,
même si les livrets bancaires, bah, ils s'alignent tous les 6 mois avec un calcul pour se réajuster sur, proche de l'inflation, les fonds monétaires, ils suivent directement les taux directeurs. Ce qui fait qu'on est au plus proche des rendements sans risque, donc qui sont liés aux taux directeurs. Et c'est une bonne alternative aux fonds euros parce que les fonds euros, pour rappel, ils sont constitués en majorité d'obligations, en moyenne à peu près 80 d'obligations. Donc concrètement, c'est comme si on était investi en obligations grâce aux fonds euros. Mais ils mettent du temps finalement à se réaligner sur les taux d'intérêt. Et on l'a vu ces dernières années, ils ont baissé doucement, pendant 10 ans pour se rapprocher des 1,5 et quand ça a remonté fort, quand on est passé de taux à 0,5 voire négatif à 4 bah, le fonds euro, l'année dernière, il a délivré en moyenne 2 2,5 pour les meilleurs et cette année, on s'attend à une moyenne à 2,5 voire 3, ce qui reste finalement inférieur au réel taux que peuvent distribuer les banques centrales qui sont de 4 alors que quand vous êtes investi sur un fonds monétaire, vous avez un risque très, très, très faible qui est classé aussi faible que le fonds euro et ce qui vous délivre 4 de rendement. Donc finalement, le fonds monétaire, il vous permet d'optimiser un petit peu votre fonds euro. Alors attention, on ne parle pas de faire des perfs de malade, on est toujours dans l'optique de sécuriser le patrimoine, des placements sans risque, mais ça peut permettre, voilà, au lieu de faire travailler votre argent à 2,5 ou 3 sur l'assurance vie notamment, ben, vous passez sur un fonds monétaire. Aujourd'hui, en tout cas, il peut vous rapporter 4 et surtout, hein, alors pourquoi je parle de ça? Parce que vous allez pouvoir me dire: «Oui, le livret, il délivre 3 sans taxe et tout», ce qui est vrai, sauf que le livret, il est quand même plafonné. Donc c'est surtout je m'adresse surtout aux gens qui ont, bah, peut-être un peu plus de capital et qui veulent, bah, protéger ce capital-là. Donc ça peut être une stratégie. Parce qu'effectivement, si vous avez que 20 000 € à mettre en safe, bah, les livrets feront largement l'affaire, quoi. Vous embêtez pas avec des fonds monétaires. Mais, dès que vous avez commencé à avoir des sommes importantes sur les assurances vie ou quoi, ça peut vraiment être intéressant d'optimiser et de faire des arbitrages entre le fonds euro et le fonds monétaire. Alors Pauline me dit: «La seule différence entre le fonds monétaire et le fonds euro, c'est la durée de détention, car ce sont tous les 2 des obligations». Alors non, il n'y a pas de durée de détention, les 2 sont ultra liquides. Le fonds euro, bah, en fait, il est composé d'obligations, mais il est garanti en capital. C'est-à-dire que tu en fais ce que tu veux. Tu le vends ou tu l'achètes quand tu veux, tu as pas de durée de détention minimale, c'est liquide, tu le vends et tu l'achètes quand tu veux. Le fonds monétaire, c'est exactement pareil. Tu as pas de durée de détention minimum, tu l'achètes et tu le vends quand tu veux. Donc en réalité, il y a pas de différence en termes de liquidité entre le fonds euro et le fonds monétaire. La seule différence, c'est que le fonds monétaire va s'ajuster plus vite sur les taux que le fonds euro. Donc en période de remontée des taux, ça permet de profiter des taux de rendement plus intéressants sur le fonds monétaire que sur le fonds euro. Donc sur les avantages, donc voilà, c'est ultra liquide, c'est très peu risqué, je vous l'ai dit, c'est à peu près 1 sur 7. On a meilleur rendement que le fonds euro en période de hausse des taux et surtout on n'a pas de plafond. Donc encore une fois, si vous pouvez remplir vos livrets sur la partie, safe, vous embêtez pas forcément avec le fonds monétaire, mais par contre dès que vous avez un gros capital sur l'assurance vie, enfin du moins dès que vous dépassez les 20 000 ou 30 000, sur votre livret, que vous voulez avoir encore une partie safe, que vous voulez pas mettre à risque, là du coup ça peut être intéressant de se poser la question entre fonds monétaire et fonds euro. Parce qu'il y a du coup pas de plafond bien sûr, comme vous devez le savoir, hein, sur une assurance vie, il n'y a pas de plafond. Vous pouvez aller remettre jusqu'à plusieurs millions, si vous voulez. Et donc les inconvénients, bah, comme tout placement sans risque, hein, c'est peu rentable sur le long terme. En plus, ça dépend des taux d'intérêt clairement, donc si les taux rebaissent demain, et que les taux directeurs repassent à 2, bah, votre fonds monétaire, il va vous rémunérer que 2 Donc ça va suivre, hein, tout ce dont on va parler aujourd'hui, ça va être dans le même sens, hein. Les obligations, les livrets bancaires aussi, bah, baisseront aussi. Mais, comment dire? Si les taux rebaissent, il va falloir peut-être à un moment arbitrer et voir si votre fonds euro finalement il délivre pas meilleure performance que le fonds monétaire qui a peut-être baissé plus vite. Et l'autre inconvénient, bah, voilà, c'est que ça couvre pas l'inflation, bah, comme tout placement sans risque. Et pour quelle utilité on peut utiliser les fonds monétaires? Donc, comme je l'ai dit, hein, c'est l'optimisation du rendement du fonds euro. C'est qu'au lieu d'attendre que le fonds euro, qu'il faut voir comme un gros paquebot, hein, c'est-à-dire que dès qu'on met un coup de volant, ben, il met très très longtemps à tourner, bah, là c'est pareil, les taux ont remonté fort, bah, avant qu'ils s'alignent sur les taux, il faut compter 1 ou 2 ans, alors que sur votre fonds monétaire, bah, ce sera immédiat. On sera immédiatement indexé sur la hausse des taux. Donc du coup, vous profiterez de ces taux hauts aussi. Donc on s'en sert donc pour l'optimiser, le rendement du fonds euro sur une assurance vie ou un PER et
pour des projets court terme, donc voilà, quand vous avez besoin de choses liquides, comme le fonds euro finalement, et pour sécuriser du capital en cas de besoin, donc voilà, comme tout placement sans risque, hein, si vous voyez que vous avez, votre partie action qui a énormément performé, que vous sentez que vous êtes déséquilibré dans votre allocation, bah, ça peut être une façon de sécuriser, hein. Vous vendez vos actions pour le mettre sur le fonds monétaire, par exemple. OK, je vais voir un petit peu s'il y a des choses qui se disent sur, YouTube. Oh, je vois que le chiffre monte sur YouTube. Au début, j'étais seul, maintenant on est 12. Teddy qui me dit: «Comment faire pour investir en fonds monétaires?» Alors, comment faire? C'est, bah, très simple en fait, tu as plein de façons de faire. C'est vrai que j'ai oublié de le mettre. Tu peux le faire en fait partout. Tu peux le faire sur ton assurance vie, tu peux le faire sur un PEA, tu peux le faire sur un PER, tu peux le faire sur un compte titre. En gros, le fonds monétaire, c'est vraiment la façon la plus, enfin pas la plus traditionnelle, mais c'est vraiment quelque chose de systémique quoi. Tu peux le faire vraiment partout parce que c'est ce qui permet, on va dire, d'assurer la liquidité de tous les flux financiers et tu peux vraiment le faire de plein de façons. Donc assurance vie, PER, PEA, compte titre, de toutes les façons tu peux le faire. Alors, tu peux le faire via un fonds monétaire, mais tu peux aussi via faire un ETF. En réalité, les frais liés au fonds monétaire, ils sont tellement faibles que optimiser via un ETF a beaucoup moins de sens que sur un ETF action ou obligation. Donc, pour le coup, j'ai beau être très pro ETF, surtout sur les actions, mais sur un fonds monétaire, je vois pas un énorme avantage à passer sur un ETF plutôt qu'un fonds. Les 2 sont de bonnes idées, et bah, sur tes assurances vie, hein, tu en auras plein. Alors tu en auras plein, tu en auras pas tant que ça, tu en auras peut-être que 4 ou 5 en fonction de l'assurance vie que tu as. Mais sur le PEA, tu peux en trouver, alors je vais vous en citer un qui est assez connu. Il y a le AXA court terme, AC qui est avec très peu de frais par exemple, et il y en a un autre aussi qui est le AXA PEA je crois. Alors moi je suis pas sponsorisé par AXA du tout, hein, mais c'est les 2 qui me viennent en tête en tout cas. Mais en réalité voilà, il y a, enfin, ils se valent tous, il y en a pas mieux qu'un autre, mais je vous en ai donné juste un connu parce que c'est un que moi j'ai utilisé dernièrement. Antoine qui me dit: «En gros, c'est les 4 que rémunère Trade Republic sur le CTO». C'est exactement ça Antoine, tu as tout compris, et c'est marrant parce que je sais pas si tu as écouté l'épisode que j'ai sorti hier avec Vincent, avec le directeur France de Trade Republic. En fin d'épisode, je vous invite à écouter le fin d'épisode de l'épisode donc qui est le 132, où on parle justement d'investir en obligations, et on parle de ça en fait. Il explique que les 4, parce que moi je lui ai posé une question à Vincent, c'est je lui ai dit: «Mais pourquoi aller investir sur des obligations qui versent, du 3,54% et qu'on va devoir garder jusqu'à l'échéance, alors que vos liquidités, vous les rémunérez à 4%, qui sont du coup ultra liquides, sans risque et machin?» Et il m'a dit: «Si on fait ça, c'est parce que c'est aujourd'hui la BCE qui a des taux à 4%, donc en fait on vous rend ce qu'eux ils nous filent en fait.» Et c'est-à-dire que si les taux rebaissent, bah, clairement Trade Republic ne pourra pas maintenir ce taux parce que ça dépend des taux de la BCE. Donc concrètement, c'est exactement ça. Ils reversent les taux qui sont liés au fonds monétaire. Et du coup, ça pose question sur: que font les autres banques des liquidités que vous avez sur un PEA, sur une assurance vie, sur même vos comptes courants? Parce que théoriquement, cet argent qui est déposé en banque, il devrait être rémunéré à 4%. Et bon voilà, l'idée c'est pas de polémiquer, dire que les banques, c'est tous des méchants et tout, mais théoriquement, les banques sont censées vous rémunérer de 4 sur les dépôts parce que, cet argent-là, il est, bah, voilà, il est comment dire? Eux, ils se rémunèrent sur, enfin, il est rémunéré par les taux actuels. Donc voilà, bon bref, c'est l'idée, hein, c'est pas de de créer une polémique ou d'être anti-système, mais voilà, vous m'avez compris. En gros, si Trade Republic le font, c'est tout simplement qu'ils, en gros, reversent ce que reverse, bah, la BCE sur, parce que c'est investi en fonds monétaires. Du coup, après, tu disais, Antoine, après, il existe des ETF monétaires pour PEA, Mundi Sérénité, PEA ou Lixor Smart Overnight Return sur CTO pour rémunérer le cash. Bah voilà, tu vois, j'ai cité le AXA. Alors moi, le AXA que j'ai cité, c'est celui qui est dispo sur l'assurance vie, Lynxea. Mais voilà, ceux que tu cites, Antoine, qui sont PEA, Mundi Sérénité, PEA, ils sont très bien aussi, ou Lixor Smart Overnight, sur le CTO, voilà, c'est très bien aussi. Et tu as cité des ETF, mais voilà, c'est comme je dis, ETF, fonds, il n'y a pas une énorme différence sur les frais, donc mais voilà, les 2 sont très bien si vous voulez rémunérer bah, pour la placement sans risque. Et Teddy me dit: «L'avantage du fonds monétaire, c'est que le taux est connu à l'avance». Alors c'est exactement ça, le taux est connu à l'avance et tu peux tout à le consulter au jour le jour, en fait. C'est que tu sais clairement, en gros, à partir du moment où tu investis dessus, tous les jours, tu vois l'évolution, donc tu vas te dire, en fait, tu vas pouvoir savoir clairement combien tu es rémunéré annuellement, quoi. Exactement, par rapport au fonds euro, parce que le fonds euro, bah, c'est les assureurs qui décident déjà
à combien ils vont rémunérer. Sur une mauvaise assurance vie, on peut très bien être à 2 cette année et sur une bonne, on peut être à 4. Donc voilà, déjà, c'est les assureurs qui le décident et en plus, de manière générale, au global, les fonds euros, ils mettent beaucoup plus de temps à s'aligner. Donc, on va revenir donc sur le dernier placement sécurisé, puis après je vous parlerai d'un bon plan qui pourrait vous intéresser. OK, on va parler d'obligations, donc bon c'est bien, ça complète un petit peu l'épisode, que j'ai fait avec Vincent hier, enfin qui est sorti hier. Je vais récapituler un peu. Alors, on monte un petit cran en termes de risque, parce que je dis le livret bancaire, alors voilà, c'est sécurisé, c'est en banque et tout. Les fonds monétaires, c'est classé 1/7, donc aussi, c'est pas garanti en capital, mais c'est du très, très peu risqué. Les obligations, on monte quand même un cran. On monte d'un cran risque parce que c'est classé entre 2 et 3/7. Donc ça va être en fonction, voilà, de la note donnée à l'entreprise ou à l'État. Donc plus la note est proche des AAA, moins c'est risqué, plus la note est proche du D, ben, plus ce sera risqué. Mais voilà, grossièrement, on est un peu plus risqué. Et je vais vous dire un petit peu, voilà, les 5 façons qui existent d'investir en obligations, même si voilà, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que j'ai déjà fait un live il y a un mois dessus où je suis vraiment entré dans le détail des obligations. Donc si je dois récapituler les 5 façons d'investir en obligations, c'est soit via le fonds euro, donc c'est indirect, hein, comme je vous ai dit, il y a à peu près 80 du fonds euro qui est investi en obligations. Donc en fait, toutes les personnes qui ont du fonds euro, donc à peu près 80 des investisseurs, sont investis en obligations sans trop le savoir finalement. Mais voilà, c'est la façon indirecte d'investir en obligations. Il y a les fonds obligataires, donc la manière plus traditionnelle, avec un gérant actif qui va faire la sélection d'obligations. Les ETF obligataires, donc du coup, qui vont suivre un indice obligataire, un panier d'obligations, qui va être comme finalement la différence entre le fonds action et l'ETF action. Le gros avantage, ce sera que les frais sont plus importants sur un ETF obligataire. Et on aura aussi les fonds datés. Alors les fonds datés, ça c'est un produit un peu plus spécifique, qui est plus spécifique, enfin qui est souvent proposé plutôt sur les assurances vie ou les PER, où on aura un horizon de temps précis, enfin on aura une échéance précise sur le fonds. C'est-à-dire qu'on va on va enfin acheter des obligations aujourd'hui, avec une maturité connue en avance. Ça va être, en général 4 à 7 ans et au bout de 4 à 7 ans, vous récupérez votre capital plus vos coupons, plus vos intérêts. Donc ce qui est bien avec le fonds daté, c'est qu'on va verrouiller un rendement à un instant T et que ça ne va pas fluctuer dans le temps en fonction de, la hausse ou de la baisse potentielle des taux. Contrairement à un ETF qui va faire en fait un fonds de roulement tout le temps. C'est-à-dire que si vous achetez un ETF obligataire aujourd'hui, vous allez peut-être aujourd'hui vous allez l'acheter, c'est bien, les taux sont hauts, donc vous allez avoir des coupons intéressants et un prix d'obligation faible. Mais si les taux rebaissent, pardon, bah du coup il va y avoir un roulement. C'est-à-dire que quand certaines obligations arrivent à échéance, elles vont racheter de nouvelles obligations qui vont être au taux plus faible. Donc en réalité, avec l'ETF, vous allez toujours être dépendant de la hausse ou de la baisse des taux. Alors qu'avec un fonds daté, si vous achetez à un instant où les taux sont intéressants, comme en ce moment, enfin les taux, hein, des obligations sont intéressants, enfin les intérêts, bah du coup vous pourrez verrouiller un rendement. Donc pour ça, moi j'ai une petite préférence quand même pour les fonds datés ou encore en direct, parce qu'en direct pareil, on peut être c'est nous qui choisissons quelle obligation on choisit, on verrouille le rendement aussi. Et en direct, hein, j'en ai parlé dans mon live et j'en parle, hein, dans l'épisode de podcast qui est sorti hier. C'est avec Trade Republic, hein, c'est assez récent. Ils ont un petit peu disrupté le marché là-dessus, hein. On peut acheter des obligations à partir de 10 €, ce qui était, impensable avant pour un particulier, hein. C'était vraiment réservé à des gérants de fonds parce qu'avant, pour acheter une obligation, le ticket d'entrée minimum, c'était 100 000 €. Donc forcément, qu'on peut l'acheter à partir de 10 €, c'est un peu plus accessible et voilà, Trade Republic propose ça, donc c'est vraiment, voilà, ça peut être intéressant de mettre un pied dedans et voilà, après je vous laisserai, si vous voulez en savoir plus, je vous laisserai écouter l'épisode, le 132 où on a vraiment fait un focus là-dessus et si vous voulez en savoir encore plus, j'ai fait un live aussi il y a 1 mois et demi, sur les obligations. Hem, du coup, sur les, avantages, donc comme je dis, c'est de verrouiller un rendement intéressant. Si vous sentez qu'on est sur un pivot, de la des taux de la Fed, hein, si vous sentez que ça va rebaisser, ça peut être un bon moment pour verrouiller un bon rendement. Après attention, on n'est pas à l'abri, les taux pourront encore augmenter, donc c'est peut-être pas le meilleur rendement qu'on peut avoir, ça peut encore augmenter par la suite. Ça évidemment, on n'en sait rien. Moi, je suis très, très vigilant sur les prévisionnistes, hein, sur les gens qui disent: «Oui, on atteint le pivot, maintenant ça va redescendre». C'est une probabilité, c'est ce qui est estimé par la majorité des gens, mais la réalité, c'est qu'on n'en sait rien, c'est que c'est pas nous qui décidons et que voilà, le contexte macroéconomique, il est difficilement anticipable. Donc on a une bonne liquidité aussi, c'est que même si l'idéal, c'est d'aller à l'échéance de l'obligation pour récupérer capital plus intérêt, vous pouvez malgré tout revendre votre obligation avant son terme. Le seul problème, c'est que si, par exemple, les taux baissent,
enfin pardon, si les taux continuent à monter, pardon, vous allez revendre votre obligation moins cher, donc faire une moins-value. Donc c'est pour ça qu'il faut l'idéal donc quand on prend une obligation, c'est, bah, de la garder jusqu'à son échéance. Donc on a un risque aussi qui est faible à moyen, sur une obligation. En termes de, d'inconvénients, voilà, les liquidités moyennes si on attend l'échéance de l'obligation, comme je viens de vous dire, mais en réalité, on peut, ben, le vendre quand on veut, hein. C'est juste on est plus exposé au risque de taux quand on revend son obligation avant l'échéance. Et voilà, on a un risque émetteur et de taux, donc le taux parce que voilà, l'obligation va fluctuer en fonction, du taux et émetteur parce que, ben, voilà, si l'entreprise ou l'État fait faillite ou ne rembourse plus sa dette, bah, vous allez avoir un comment dire? Bah, vous allez avoir un défaut de paiement, donc vous avez ce risque-là aussi. Hem Et pour quelle utilité utiliser les obligations, hein, pour notre partie safe du patrimoine? Ça va être clairement pour avoir des revenus passifs avec un risque, maîtrisé et faible, ou faible à moyen en fonction des obligations choisies. Mais l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir avoir enfin, c'est le seul finalement, c'est le seul, investissement sans risque qui va délivrer un revenu passif régulier, avec les fameux coupons qu'on peut avoir, mensuellement, trimestriellement ou annuellement. Donc voilà pour, ces 3 invests sans risque, ou très peu risqués en tout cas. Avant de vous parler du bon plan de la semaine, que je pense que certains connaissent déjà, mais je vais mettre un peu la lumière dessus. Est-ce que vous avez des questions? Alors je vois Mio Grégory sur Insta qui me dit: «As-tu des noms d'obligations à nous donner?» Alors, ouf, c'est un peu compliqué parce que les obligations, il y en a un paquet. Alors, déjà il faut distinguer, hein, il y a les obligations d'État et les obligations d'entreprise. Donc déjà faudrait que tu me dises, c'est plutôt État ou entreprise. Donc il faut savoir en gros, ce que tu préfères entre État ou entreprise, parce que tu peux faire les 2. Donc c'est un peu compliqué de te donner des noms comme ça parce que ça 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 va dépendre, comment dire? Bah, voilà de ta stratégie. Mais si tu veux par exemple des noms d'obligations d'État, bah, tu peux avoir des obligations, bah, de la France, des obligations d'État de l'Allemagne, des États-Unis, enfin voilà, tous les pays occidentaux, hein, c'est un peu plus accessible. Tu peux avoir aussi des pays de l'Est, qui sont généralement un peu moins bien notés, donc avec une prime de risque plus importante, donc un rendement plus important. Après sur les obligations, bah, ça va être des obligations d'entreprise, pardon, ça va être, bah, des entreprises que tu vas connaître, hein. Par exemple, tu peux avoir une obligation LVMH, une obligation Total, une obligation Apple, une obligation, je sais pas moi, Microsoft. Toutes les grosses entreprises émettent des obligations pour financer leurs projets. Donc, tu peux acheter des obligations des entreprises que tu aimes bien, par exemple. J'espère avoir répondu à peu près à ta question, Grégory. Heu, OK, sur YouTube, je ne vois pas plus de questions. Heu, N'hésitez pas sur YouTube si vous avez d'autres questions. En attendant, je vais vous présenter mon bon plan. Alors c'est pas mon bon plan en fait, hein, c'est un bon plan que certains d'entre vous connaissent. Je tiens à préciser avant tout que le bon plan que je parlais, je ne suis ni sponsorisé, ni payé, ni rien du tout. Alors je vais parler de Trade Republic, mais je ne suis ni sponsorisé, enfin voilà, j'ai pas été payé pour en parler quoi. Je le fais vraiment de bon cœur parce que j'aime beaucoup ça et vous allez comprendre pourquoi. C'est qu'ils ont sorti une carte bleue, une carte bancaire. Donc, pour ceux qui suivent un petit peu Trade Republic, vous devez savoir que, ils aimeraient enfin ils promettent le PEA depuis de nombreux mois, voire années. Dans l'épisode avec Vincent, il m'a dit que ça va arriver prochainement. Alors, il a pas le droit de donner de date, il veut pas s'engager, donc je respecte ce choix-là. Mais pour ça, ils ont dû obtenir une licence bancaire. Ils appellent ça une licence de plein droit ou je ne sais plus quoi. Bref, qui leur permet de faire tout un tas de choses, notamment de pouvoir, heu, accélérer les choses pour le PEA, mais ça leur a permis aussi de sortir une carte bleue. Donc, ils ont sorti une carte bleue qui n'y a enfin qui permet voilà, qui a quand même plusieurs avantages. Pas de frais de gestion, donc ça c'est plutôt comme les banques en ligne, donc rien de nouveau finalement. On n'a pas de frais de carte si elle est virtuelle. Par contre, si c'est une carte physique, ce sera 5 €. C'est uniquement les frais de fabrication, ils ne margent même pas dessus et ils ont proposent aussi une carte miroir à 50 € qui est un peu stylée. Bon après voilà, ça c'est vraiment pour le fun, je pense. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a pas de frais de change. C'est-à-dire que vous allez pouvoir payer à l'étranger sans frais de change. Ça aussi, ça existe déjà chez Revolut et N26 notamment et même avec la carte Visa Ultimate chez Bourso, donc on va dire ils s'alignent, on va dire sur le marché aujourd'hui et des retraits sans frais dans le monde entier, donc ça aussi vraiment, vraiment intéressant. Enfin, ils s'alignent sur les meilleures offres du marché. Mais ce qui va faire leur différence selon moi, c'est ça. Ce que vous voyez ici, c'est le cashback de 1 sur tous les achats. C'est-à-dire que
quelle que soit votre dépense, que vous allez faire vos courses, que vous achetez un ordinateur, que vous achetez un billet d'avion, vous allez avoir 1 de cashback. Donc si vous dépensez 1 000 €, vous allez gagner 10 €. Et ce qui est cool, c'est que ce cashback, il est investi directement sur, le compte titre. C'est-à-dire, il va être investi en ETF, en actions. Bref, au choix, c'est bien sûr à vous de choisir. Donc ça va pouvoir finalement vous faire investir en bourse gratuitement, parce que finalement, c'est des dépenses que vous allez faire et en gros, le cashback que vous recevez, qui est un peu de l'argent gratuit, va être investi, directement en ETF, en actions. Donc moi, à titre perso, je trouve ça génial, c'est pour ça que je vous en parle, hein, parce que, voilà, encore une fois, je suis pas sponsorisé pour en parler. Heu, j'ai fait ma demande à titre perso, évidemment, je vais vous partager un lien affilié que vous n'êtes pas du tout obligé de suivre. Si vous voulez le suivre, voilà, vous allez toucher un bonus, j'en toucherai un aussi, le même que vous, que d'ailleurs que je vais vous partager tout de suite. Mais voilà, et pour être très honnête avec vous, je suis sur liste d'attente, comme je pense la plupart des gens qui l'ont tenté. Hem voilà, et ça vous permettra aussi d'être sur liste d'attente si bien sûr vous êtes intéressé par cette carte. Mais encore une fois, aucune obligation, si ça vous intéresse pas, bah, n'y allez pas. Mais si, ces cartes bleues vous intéressent ou que vous avez envie de tester Trade Republic, ça peut être l'occasion de le tenter. Mais voilà, encore une fois, je ne suis pas sponsorisé pour parler de ça, juste lien affilié. Si vous passez par mon lien, je toucherai la même somme que vous, donc un bonus, qui est aussi entre 20 et 50 € si je dis pas de bêtises. Hem, voilà tout. Je crois que j'ai fait un bon tour aujourd'hui sur ces placements sans risque. Donc je vais, vous laisser 2 minutes pour voir s'il y a des questions. Éventuellement aussi pour vous me suggérer d'autres, thématiques ou idées pour, la semaine prochaine, pour le live de la semaine prochaine. Donc, je vous écoute, soit pour des idées, soit, pour me dire ce que vous avez pensé de ce live, soit pour que enfin voilà, que vous me donnez des idées pour semaine prochaine. Je bois mon petit verre d'eau en attendant que vous répondiez. Teddy qui me dit: «Dommage, j'ai déjà fait la demande». Ouais, bah, j'imagine, hein, je suis pas le premier à en parler sur les réseaux, donc j'en ai parlé un peu aujourd'hui en story, mais j'imagine très bien que voilà, que ceux qui sont au courant et chauds, ils ont déjà fait la demande. Antoine qui me dit: «J'ai aussi fait la demande pour la carte. Sais-tu s'ils investissent dans un ETF ou action aléatoire ou tu peux la choisir?» De ce que j'ai compris, on peut choisir. C'est pas aléatoire, c'est toi qui vas choisir, de ce que j'ai compris. Encore une fois, hein, ce que je vous ai dit et cité, je l'ai pas encore testé parce que je suis aussi, sur liste d'attente, donc je l'ai pas encore testé à titre perso, et le jour où je la testerai, je pense que, j'en parlerai dans un live aussi pour vous dire un peu comment ça marche. Mais moi, de ce que j'ai compris et de ce que m'a expliqué Vincent, parce que c'est ça qui est cool, hein, j'ai pu avoir le directeur France au téléphone, tu peux choisir, ce sur quoi tu vas investir. Chose aussi que j'ai pas dit qui est cool, c'est que tu peux même arrondir tes dépenses à l'euro supérieur. Donc enfin pour recevoir le cashback. Donc ça peut être intéressant aussi à mettre en place, voilà, parce que c'est de l'argent finalement qui va être investi. Donc ouais, tu pourras choisir. OK. Alors ouais, j'avais pas vu que Pauline m'avait répondu finalement. Excuse-moi Thomas. Alors je ne saisis pas bien le fonds monétaire, ils sont aussi investis en obligations. Excuse-moi si la question est bête. Alors déjà désolé de pas t'avoir répondu avant, j'ai pas vu que tu m'avais répondu. Alors déjà non, ta question n'est pas bête, il n'y a aucune question bête. Non, ils sont pas investis en obligations en fait. Enfin, c'est comme si c'était des obligations très court terme, parce que tu sais que l'obligation, c'est un titre de créance, donc c'est un prêt. Tu vas prêter de l'argent, on va te rembourser le capital avec des intérêts, et le fonds monétaire, ce qu'on appelle un titre de créance très court terme. Un titre de créance, c'est un prêt. Donc en réalité, c'est comme si c'était des obligations, mais très, très court terme, donc du style sur 1 mois, 2 mois, 3 mois. Donc on peut considérer que c'est des obligations très court terme. En espérant avoir été un peu plus clair. Nicolas qui me dit: «Vas-tu faire des lives avec d'autres personnes?» Bah, écoute, c'est une très bonne question. Pendant longtemps, je me suis dit que non, et en fait, de plus en plus, je me dis que oui. Parce que ça peut être intéressant, je pense, d'inviter d'autres gens aussi, sur les lives. Donc ouais, j'y pense et je pense que ça viendra. Autre chose auquel je pensais aussi, d'ailleurs, je vais vous demander votre avis, sur les lives. Je pensais faire des analyses de patrimoine en live d'abonnés ou d'auditeurs. D'ailleurs, ça va être le sujet de l'épisode de podcast de dimanche. Je fais un peu le test, hein, j'ai fait l'analyse de patrimoine d'un abonné qui a à peu près 600 000 de patrimoine, et on fait une analyse patrimoniale en direct, je le conseille en direct, enfin, vous allez voir, moi j'ai trouvé ça passionnant. Je sais pas si ça va plaire, je serais curieux d'avoir votre avis aussi, et si ça plaît, je serais vraiment chaud de refaire ça, mais pendant les lives.
parce que je pense que c'est un peu plus intéressant de faire en live plutôt qu'en épisode de podcast. Enfin, je pense que c'est un peu plus adapté. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que faire des lives avec d'autres personnes ou faire des lives, pour faire une analyse patrimoniale en direct avec un auditeur, un abonné, enfin avec vous, hein, ceux qui sont présents pendant le live, est-ce que ça vous intéresse? Que vous trouvez ça pertinent? Grégory qui me dit: «Le plus rentable pour les obligations». Alors si tu veux les obligations les plus rentables, Grégory, bah, voilà, il faut falloir prendre un peu plus de risques, hein. Ça veut dire, soit les obligations d'État du style, Roumanie, où il y a des taux intéressants, ou alors des obligations d'entreprise qui vont être, pas très bien notées, ce qu'on appelle les obligations high yield ou junk bonds, qui vont avoir, voilà, des notes pas top, hein, en dessous de B-, donc des notes C et D, donc c'est-à-dire que tu as un plus gros risque de défaut. Mais là, tu vas pouvoir viser des 6, 7, 8. Donc tu me dis les rangements sont les mêmes suivant les entreprises, donc justement ça dépend de la note en fait. En fonction de la note qui est donnée à l'entreprise, donc qui est fait par quelque chose d'externe, hein, ben, plus ton entreprise ou ton état est bien noté, donc proche des AAA ou AA, bah, plus ton rendement sera faible, forcément, rendement égale risque, hein, et plus ta note sera faible, donc si la note est de C ou de D par exemple, bah, plus ton rendement va être important, ce qu'on appelle une prime de risque. Donc comme toujours, rendement et risque sont liés et même pour les obligations. Heu, OK, tac, ouais, j'ai vu que Pauline t'a reposé ta question. Merci pour ta réponse. Yes. Mehdi qui me dit: «Où est-ce que je peux revoir, écouter le replay STP?» Alors je les remets depuis la semaine dernière, je les mets sur le podcast. Alors j'ai vraiment hésité à le faire parce que honnêtement ça en ce moment j'ai vraiment pas de temps et j'ai pas le temps de monter rapidement, donc c'est des montages, on va dire grossiers, c'est vraiment ça reste du live, hein. C'est-à-dire que, bah, pour ceux qui m'écoutent en podcast et qui sont habitués, je suis un peu désolé s'il y a un peu des blancs, des silences, des ou voilà. C'est que, voilà, c'est que je les sors un peu brutes de pomme. Je coupe quand même les intros, les outros, mais voilà, tu pourras écouter, hein. Pour répondre à ta question, pardon, Mehdi, tu pourras réécouter sur le podcast. Donc j'essaie de les sortir pour le jeudi. Donc on enregistre lundi, j'essaie de le sortir pour le jeudi et je le sors aussi sur YouTube. Tu le verras le replay sur YouTube, au même moment. Donc j'essaye pour jeudi, peut-être si j'arrive, si je suis pas trop mauvais, peut-être que j'arriverai à le sortir pour mercredi. Pauline qui me dit: «Chaud pour l'analyse patrimoniale, top». D'ailleurs, ceux qui sont chauds pour une analyse patrimoniale en direct, venez me voir en direct, venez me voir en DM sur Insta ou par mail, hein, venez m'écrire à thomas@investirsimple.com ou à bonjour@investirsimple.com ou vous répondez tout simplement à mon mail, hein, à mon mail du lundi. Venez me voir et venez m'en parler, on en discute. Dans tous les cas, si on fait une analyse patrimoniale, moi je vous appelle avant, on fait un coup de fil avant parce qu'il y a forcément il y a des données sensibles et tout et je vais pas balancer n'importe quoi. Les noms, enfin tout peut être anonymisé, tout ça, donc et votre visage et votre nom et votre patrimoine. L'idée, c'est qu'on parle d'allocation de pourcentage et d'optimisation. Donc ceux qui sont intéressés pour ça, dites-moi et on pourra le faire, en direct si ça intéresse. OK, j'ai raté un paquet de questions sur YouTube. Alors du coup, c'est cool, je peux vous afficher sur, YouTube les questions, au moins les gens d'Insta, ils peuvent voir les questions qui sont posées. Du coup, si les fonds euros sont de gros paquebots, est-ce qu'on peut espérer de bons sur les quelques prochaines années à venir? Alors j'imagine que tu voulais dire de bons rendements. Oui, théoriquement, dans les années à venir, ça va s'aligner sur les taux actuels. Donc théoriquement, oui, les fonds euros devront se raligner sur les taux actuels. Parce qu'au final, ils vont, comment dire? Ils investissent dans les obligations qui sont émises aujourd'hui. Donc le temps que les obligations à 4 bah, commencent à remplacer celles qui étaient à 1, ça va prendre du temps. Donc théoriquement, dans quelques années, on devrait avoir des taux plus intéressants. Et encore une fois, si les taux rebaissent un peu brutalement, ce que je vous disais tout à l'heure, ça va dans l'autre sens. C'est-à-dire que le fonds monétaire sur lequel on a arbitré le fonds euro pour profiter des taux, de 4, si les taux ils repassent à 2, peut-être que le fonds euro, ce sera un moment où il va délivrer 3. Donc ce sera peut-être un moment pour réarbitrer votre fonds monétaire sur le fonds euro. Donc c'est à bien garder en tête. Bon, en réalité, hein, c'est pas ça qui va faire de vous quelqu'un de riche, mais on parle de 1 ou 2 points, mais sur des gros montants, sur une partie safe, ça peut être toujours intéressant à optimiser. Et ensuite, tu me dis: «Étant qu'ils deviennent de plus en plus intéressants à la suite de baisse des taux», alors j'imagine que tu parles de fonds euros. Heu, confirme-moi Fabien, est-ce que tu parles de fonds euros quand tu me dis s'ils sont de plus en plus intéressants à la suite de baisse des taux? Parce que théoriquement, à la suite de baisse des taux, bah, le fonds euro n'est pas trop intéressant. Teddy qui me dit: «Bonne idée l'analyse patrimoniale». Bon, bah, cool si ça vous plaît.
Antoine qui me dit: «Investissement et transmission aux enfants, CTO, assurance vie, fiscalité». Ouais, très intéressant aussi, ça c'est un gros sujet. Antoine, je t'invite à écouter l'épisode, encore une fois l'épisode que j'ai sorti avec Vincent hier. On parle de transmission aussi. On parle de transmission, de compte titres, notamment sur la transmission via le compte titre, quelque chose dont personne ne parle et qui me paraît vraiment génial et je me tâte à en faire un épisode spécifique d'ailleurs parce que c'est super intéressant. J'ai trouvé un invité qui a passé au podcast qui est spécialisé dans la transmission de patrimoine et voilà, bon, il va sortir dans un petit moment parce que j'ai pris rendez-vous avec lui pour mars, mais il devrait avoir un épisode qui va sortir en avril spécifique sur la transmission. Donc je sais pas si j'en ferai un live, mais voilà, s'il y a plus de demandes, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce qu'évidemment je pourrais en parler aussi, mais l'idée aussi c'est de donner un petit peu la parole à d'autres experts pour avoir l'échange. Fabien qui me dit: «Oui, ils font rose», c'était la suite de ma question, OK. Ouais, donc non, en réalité non, les fonds euros, ils deviennent pas de plus en plus intéressants à la suite d'une baisse des taux, au contraire, parce que ça va suivre les comment dire? Le taux, les taux sans risque, donc non. Les fonds euros vont redevenir intéressants suite à une hausse des taux, donc comme on connaît, c'est juste qu'ils vont mettre un peu plus de temps à être intéressants qu'un fonds monétaire. Donc non, si les taux rebaissent, les fonds euros, vont pas devenir très intéressants. C'est juste que, en fonction de la brutalité de la baisse des taux, peut-être qu'à un moment, ce sera plus intéressant d'être sur un fonds euro que sur un fonds monétaire. C'est juste ça. Antoine qui me dit: «C'est quoi un fonds euro nouvelle génération? Il réinvestit dans des nouvelles obligations de zéro». Alors, je pense que tu parles du fonds euro de l'INSEE, si je dis pas de bêtises, parce qu'il s'appelle comme ça. Alors, il faut faire, enfin, si c'est bien celui de l'INSEE, il s'appelle Fonds euro nouvelle génération depuis bien avant la remontée des taux. Donc il ne faut pas forcément réinvestir dans des obligations depuis zéro. La différence qu'il y a sur le fonds euro nouvelle génération, alors je parle de celui de l'INSEE parce que c'est le seul que je connais bien, c'est qu'en fait, ils vont pas garantir le capital à 100. Parce que normalement, un fonds euro, c'est garanti à 100 et si tu regardes les frais, tu verras qu'ils vont mettre 3 de frais sur le fonds euro. Alors qu'en réalité, c'est pas 3 de frais, c'est juste qu'ils garantissent le capital à 97. C'est-à-dire que s'il y a une énorme crise économique, risque systémique ou peu importe, ils se réservent le droit de te prendre 3 de frais, qui vont en fait absorber, un certain coût lié à la grosse chute. Parce qu'en fait, dans leur fonds euro nouvelle génération, ils boostent un peu plus, ils mettent un peu moins d'obligations, ils mettent un peu plus d'actions et d'IMO pour booster un peu le rendement. Donc en fait, non. Les fonds euros nouvelle génération, ils repartent pas sur de nouvelles obligations de zéro. En fait, tous les fonds euros vont renouveler leurs obligations, ils vont repartir sur de nouvelles obligations là, c'est en ce moment. Pour ça que leurs taux vont mettre du temps à remonter. Mais le fonds euro nouvelle génération, non, ne permet pas n'a pas la signification que tu dis, c'est-à-dire il ne réinvestit pas dans de nouvelles obligations de zéro. Par contre, voilà, je tiens à préciser parce que c'était quelqu'un qui m'avait parlé du fonds euro de Quorum l'épargne là, qui verse 4%. Partez du principe que si Quorum l'épargne verse 4 aujourd'hui, c'est tout simplement parce qu'ils l'ont ouvert cette année. Ils l'ont ouvert cet été et ils arrivent pile au moment où les nouvelles obligations émises sont à 4. Donc si ils rémunèrent 4 c'est parce qu'ils sont rentrés au bon moment, enfin ils ont créé leur fonds euro au bon moment. Mais si dans 10 ans les fonds euros, enfin les taux sont à 2, ils vont autant rémunérer que tous les autres fonds euros. Enfin tout autant, ils vont être dans la moyenne, quoi. OK. Mehdi aussi qui me dit: «Chaud pour l'analyse patrimoniale». Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, je vois que l'analyse patrimoniale vous parle, et si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Antoine avec qui j'avais discuté de faire une analyse patrimoniale. Dis-moi si je confonds, parce que je sais que je m'étais noté 2-3 personnes avec qui j'avais échangé par mail pour faire une analyse patrimoniale. De mémoire, c'était quelqu'un qui s'appelait Antoine. Je crois que c'est toi, Antoine, qui me parle sur YouTube. Si c'est bientôt, tu me diras si ça t'intéresse de le faire en live et sinon, je contacterai les autres personnes avec qui, j'avais échangé pour ça. OK, écoutez, ça touche à sa fin, on en est bientôt à 1 heure de live. Je commence déjà à avoir plus de voix. Ouais, Antoine confirme, c'était lui. Écoute, on en discutera en privé si tu veux, si ça t'intéresse de passer en live, qu'on analyse ton patrimoine en live. On en discutera. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de clôturer ce live. Merci à toi, Pauline, pour être là tous les lundis soirs, c'est cool. Antoine me confirme qu'on peut le faire en live, donc on va rediscuter. Je vais voir un petit peu comment je m'organise aussi pour les lives parce que je vais être très honnête avec vous, en ce moment, je suis
ultra débordé, j'ai énormément de coaching et les coachings, en fait, ça me prend énormément de temps qui fait que j'ai plus le temps de créer du contenu. Enfin, je galère à créer du contenu, du les podcasts, les newsletters, Instagram, les lives, bref, avec les lives en plus, donc c'est un peu compliqué. Donc je suis en train de essayer de trouver un système pour, optimiser ça. Donc je suis en train de penser à peut-être ce que le sujet de ma newsletter soit le sujet du live. C'est-à-dire que le matin, j'envoie la newsletter, je donne du contenu de valeur, je trouve sur un sujet et le soir, je complète avec le live. Ça me permettrait d'éviter de créer de nouveaux contenus à chaque fois. C'est un peu ce que j'ai fait aujourd'hui finalement. Heu, Après si on fait l'analyse patrimoniale, effectivement, ça peut être un truc à part, mais voilà, pour vous dire qu'en ce moment, j'essaie de trouver des solutions pour optimiser et qu'a priori, c'est ce que je ferai, je pense, pour la semaine prochaine pour l'instant. OK, bah, écoutez, merci beaucoup à tous pour avoir été présents, être restés jusqu'au bout comme d'hab. Je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous et puis je vous dis à lundi prochain pour un nouveau live. Ciao, ciao.